Bonsoir. Au Cameroun, les chiffres du coronavirus montent et montent. Plus de 7000 cas détectés 3 mois seulement après que le premier cas a été déclaré dans notre pays. En Afrique, au sud du Sahara, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Cameroun font partie du trio de tête des pays les plus contaminés. La lutte contre la pandémie se poursuit et se déploie sur tous les fronts. Prise en charge des patients, tests de dépistage, sensibilisation de la population, alors même que des problèmes nouveaux, voire des controverses se font jour, à l'exemple de la gestion des moyens mis à disposition, de la question du traitement traditionnel tel que celui proposé par Monseigneur Samuel Cléda, de la gestion des personnes décédées et même de la désormais présence des structures privées de santé dans la prise en charge des patients. Il y a quelques jours, le ministre de la Santé publique, dans un tweet, affirmait que nous entrions dans une phase compliquée de la pandémie. Faut-il donc avoir peur ? Le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, est sur le plateau d'Actualité Hebdo ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Les chiffres sont importants, les hôpitaux apparemment débordés. C'est la phase compliquée que vous annonciez ? Je ne suis pas sûr que les hôpitaux sont débordés en ce moment parce que nous faisons le point quotidien de la situation. C'est vrai que le nombre de lits disponibles commence à s'amenuiser. Et donc, d'où l'urgence d'ailleurs des centres spécialisés de prise en charge du Covid qui a été décidé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc, en ce moment, nous disons que la situation est préoccupante, mais nous ne devons pas céder à la panique. On n'est pas encore débordé comme on le pense, on a encore des leviers en main. C'est-à-dire que quand on est malade aujourd'hui, on a encore la possibilité d'aller, par exemple, sur Yaoundé, à l'hôpital général, Jamo, à l'hôpital central, sans problème véritable. Oui, nous avons mis en place une plateforme, n'est-ce pas, de gestion avec un superviseur de la prise en charge des cas au niveau régional. Et en ce moment, lorsque il y a un patient, parce qu'il y a, disons-le comme ça, c'est-à-dire que le circuit du patient est connu. Donc, si un patient arrive à l'hôpital central et que l'hôpital central n'a pas de place, ce n'est pas au patient de chercher une place. Mais c'est à l'hôpital central qui le reçoit, qui va chercher une place pour lui, parce qu'il y a une plateforme où on peut disponibiliser l'information sur le nombre de places en réalité. Alors, Monsieur le ministre, depuis quelques semaines, ici à Yaoundé, par exemple, on annonce le stade militaire, on annonce l'ancienne Orca. Quelle est la situation? Pourquoi ça n'ouvre pas? Je ne suis pas sûr que ça n'ouvre pas, parce que si je commence par Douala, Douala avait 2 annexes en termes de centres spécialisés de prise en charge du Covid, décidé par le président de la République. Et aujourd'hui, nous avons déjà des malades au niveau de Yassa qui offrent 350 places. Et donc, en réalité, si vous êtes dans la ville de Douala aujourd'hui, vous avez un test positif et que vous devrez être pris en charge, vous n'avez plus de problème parce que vous vous rendez simplement à Yassa et on vous donnera un lit et on prendra soin de vous. Maintenant, si nous revenons sur Yaoundé, Orca est prêt en ce moment. Orca est prêt en ce moment. En réalité, nous devrions être prêts il y a cela 1 semaine ou 2. Mais telles que les instructions nous ont été données de M. le Président de la République, il fallait monter en gamme parce qu'en réalité, nous ne voulons pas offrir, n'est-ce pas, un soin au rabais à ceux qui seront dans ce centre spécialisé. Et donc, on devrait pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous avons pris l'option de créer là et de mettre un centre de production d'oxygène. Et donc, il fallait faire les fluides médicaux au niveau de Orca. Il fallait disponibiliser une trentaine de lits de réanimation lourde. Au niveau d'Orca, il y a plusieurs paliers. Il y a une morgue que nous avons créée, de l'imagerie en bas. Donc, en réalité, nous avons là disponibilisé un centre haut de gamme. Donc, ces centres annexes-là ne sont pas des centres au rabais? Non, au contraire. C'est-à-dire que nous voulons monter plutôt en gamme au niveau de ces centres de prise en charge. Et donc, aujourd'hui, si vous allez à Orca, j'ai l'impression quand même qu'Orca donne des résultats, sinon en confort, beaucoup plus améliorés que l'hôpital central, par exemple. Monsieur le ministre de la Santé publique, vous répondrez également aux questions des internautes tout à l'heure dans cette émission, questions rassemblées pour nous et pour vous par Elvis Mbimba. Actualité Hebdo
Ce soir, c'est aussi un reportage sur les Camerounais et le coronavirus, entre insouciance et peur de la pandémie, avec Franck Evina. Notre semaine politique et sociale signée Séverin Alégambele et Rodrigue Bertrand Tueno. Madame, Messieurs, la suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. A tout de suite. Alors, Monsieur le ministre, il y a beaucoup de problèmes dont on parle. Ça peut se discuter sur les réseaux sociaux, ça peut se discuter au niveau de la population lambda et tout ça. La question des tests. Vous avez annoncé l'arrivée de 100 000 tests nouveaux. Il y en avait à peu près une cinquantaine de mille, mais tout cela, on estime que c'est largement insuffisant. Comment on gère cette affaire-là dans notre pays ? Je voudrais d'abord corriger parce que nous avons, au départ, nous avons les 45 000 tests PCR, c'est-à-dire de biologie moléculaire. Et en dehors de ces 45 000 tests PCR, nous avons 20 000 qui arrivent en début de semaine via le Gabon. Nous avons 25 000 qui arriveront certainement derrière à travers l'OMS. Et donc, on pourrait se situer avec ce que nous avons aujourd'hui, avec les plateformes fermées également à Bot qui arrivent à 14 500. On pourrait se situer, en ce qui concerne le PCR, autour de 100 000 tests également. Et là, nous avons, le gouvernement vient d'acquérir 100 000 tests de dépistage rapide, antigènes, qui sont déjà au Cameroun. Donc, nous sommes environ, d'ici 1 à 2 semaines, nous serons à 200 000 tests. Et là, derrière, nous avons une autre commande de 100 000 tests qui a derrière. Parce qu'en réalité, la stratégie est très simple aujourd'hui. C'est, comme nous l'avons communément appelé, la stratégie 3T. Tracking, Test and Treat. Et donc, nous sommes en train de reconstituer, n'est-ce pas, autour des laboratoires déjà agréés pour pouvoir faire les tests, reconstituer également un packing assez important, n'est-ce pas, de tests de dépistage rapide, qu'on va prédisposer cette fois-là dans les formations sanitaires pour pouvoir permettre, lorsqu'il y a une suspicion, de pouvoir tester en 15 minutes, on a un résultat et soit on le redirige s'il est positif vers les centres spécialisés, soit on le prend en charge immédiatement. C'est là aussi dans le sens de protéger les familles et les contacts des intéressés. Parce que plus vite on a un résultat, mieux ça vaut pour nous. Et en fin de compte aussi, c'est pour les tests post-mortem. Vous savez très bien qu'il y a des personnes qui restent en communauté, nous arrivent, soit décèdent en communauté d'ailleurs, soit nous arrivent aux dernières heures. Et donc quand ils décèdent, on a envie de savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que, pas simplement pour comptabiliser les décès, mais pour protéger les membres de sa famille et les contacts de l'intéressé. Donc, en ce qui concerne le test, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et nous voulons faire le maximum de tests d'ici là. Alors, être sur la bonne voie pour les tests que vous avez dit massifs, oui. Quand on dit tests massifs, nous, on s'attend à avoir des millions de Camerounais aller demander à se faire tester. Ça peut se faire. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment parce que, d'ailleurs, pour fluidifier les prélèvements et le testing, nous avons déjà pour la ville de Yaoundé créé plusieurs points de prélèvement. Ça sera la même chose pour Douala et dans d'autres régions. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous êtes à Biémassi, vous n'avez pas besoin de traverser toute la ville pour aller à Messa ou à l'hôpital central pour vous faire tester. Vous allez vous faire tester dans votre district de santé. Et donc, en réalité, nous allons poursuivre avec cette politique. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour pallier au plus pressé. Mais en réalité, nous sommes derrière, nous avons des commandes qui nous arrivent et qui vont continuer à nous arriver parce que nous voulons poursuivre cette politique de testing pour pouvoir couper la chaîne de transmission et traiter tous ceux qui sont déclarés positifs assez précocement pour, à la fin, n'est-ce pas, réduire la pression sur les hôpitaux. Vous avez dit tout à l'heure que les hôpitaux semblent être débordés, mais en réalité, c'est parce que vous avez en premier ressort déjà l'hôpital. Or, l'hôpital devrait être en dernier ressort. Donc, nous devons
à intensifier l'opération de surveillance, l'opération de détection précoce des cas pour pouvoir mettre le moins de pression sur l'hôpital. Monsieur le ministre, à propos justement de testing et des cas qu'on recense tous les jours et qui montent, on a donné des chiffres tout à l'heure, on est à plus que 7000, certainement qu'on dépassera d'ici à quelques jours les 8000, peut-être qu'on atteindra les 10 000. Qu'est-ce que le comité scientifique et les médecins disent? Quelle est l'explication qu'ils donnent sur la montée fulgurante des chiffres au Cameroun, subitement comme cela? C'est parce que les tests sont désormais davantage faits? Voilà. Donc, disons-nous que la montée des chiffres en ce qui concerne, n'est-ce pas, les cas positifs ne doivent pas nous préoccuper en ce moment. Ce qui nous préoccupe davantage en ce qui concerne la gestion de l'épidémie, parce que c'est vrai que pour le commun camerounais, ça peut préoccuper. Mais en ce qui concerne la gestion de l'épidémie, en ce qui concerne les scientifiques, ce qui préoccupe davantage, c'est le nombre de morts. Comment nous faisons pour limiter, pour maîtriser le nombre de morts? Donc c'est ça qui est davantage plus préoccupant. Mais ça s'explique en réalité. Plus vous testez, plus vous aurez des cas positifs. Et plus vous avez des cas positifs précocement, moins vous avez des cas sévères qui doivent être pris en charge par les hôpitaux, moins vous aurez des décès. Parce qu'il est prouvé aujourd'hui que plus vite vous êtes pris en charge dans le cas de cette pandémie, mieux ça vaut pour votre santé, pour les autres. Et donc, nous ne devons pas faire un focus sur le chiffre des cas positifs. Nous devons nous intéresser davantage au nombre de ceux qui sont sous assistance respiratoire. C'est les cas les plus préoccupants. Les cas les plus préoccupants et au nombre de décès. Et d'ailleurs, vous me permettrez certainement de faire une mise au point assez importante sur la question des chiffres. J'ai appris à travers certains réseaux sociaux que les Camerounais additionnent des chiffres. Parce que lorsqu'on dit aujourd'hui nous avons 248 cas positifs, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est des cas nouveaux? Est-ce que c'est des cas positifs avec en leur sein, n'est-ce pas, des cas qui ont fait des contrôles? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'additionner les chiffres l'un après l'autre. Et c'est pour cela que vous aurez, n'est-ce pas, à un moment donné, l'impression que nous n'avons pas très bien fait des calculs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous avais annoncé la dernière fois que nous sommes en train de faire un important travail de reconstitution des données. Parce qu'à un moment donné, nous avons entre les patients à Olembe, les patients dans les hôtels, les patients en communauté qui sont suivis dans les ménages, il y a eu un flou, n'est-ce pas? Et dans le cas de l'apprentissage, de la maîtrise de l'épidémie, nous n'avons pas toujours maîtrisé toutes ces données-là. Et donc aujourd'hui, c'est maîtrisé. Un travail est en train d'être fait et c'est pour ça que vous aurez toujours l'impression que nous sommes en train de tricher sur les chiffres, mais en réalité, c'est la reconstitution de ces chiffres que nous sommes en train de faire. Vous avez vu, il y a cela 2 ou 3 jours, nous avons, je crois, entre 3500. Après, nous sommes passés à 4500. On se dit, dans la journée, est-ce que nous avons eu 800, est-ce que nous avons eu 1000 personnes qui sont guéries? C'est cette montée en flèche là qui inquiète véritablement. Voilà. Donc, vous dites, il ne faut pas s'inquiéter. Justement, de toutes les manières, on peut se préoccuper par la situation. Mais nous disons que ceux qui sont en charge, le professionnel de la santé, ceux qui sont en charge de la maîtrise de l'épidémie sont sur le terrain. Sur le terrain. Et pour le moment, je peux vous dire, nous avons des bons points qui peuvent nous permettre de dire nous maîtrisons encore cette épidémie. Première chose, c'est que sur les 10 régions qui sont touchées au Cameroun, vous avez une région qui n'a même pas encore connu de décès. C'est la région de l'Adamawa. Vous avez 6 régions comme cela dont les décès sont le chiffre en termes de décès et en deçà de 10. C'est-à-dire qu'en fait, les décès, si on peut dire, c'est surtout Yaoundé et Douala. Voilà. Donc c'est les bons points que j'étais en train de relever. Donc, vous savez, 6 régions dont les décès sont en deçà de 10. Mais en réalité, donc, nous voulons ici démontrer que l'épidémie est davantage plus préoccupante dans la région du centre, la région du littoral et la région de l'ouest. Si on a dit tout cela, ça voudrait dire que le gouvernement
maîtrise encore la cinétique de l'épidémie. Et simplement, nous aurons besoin de tous les Camerounais dans le cadre de la responsabilité et de la discipline que nous avons souvent l'habitude de rappeler. On vous voit beaucoup insister là-dessus. Le gouvernement maîtrise. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous insistez là-dessus? On maîtrise. Simplement parce qu'on a l'impression, certains qui sont des adeptes du chaos, veulent faire comprendre aux Camerounais qu'aujourd'hui, nous avons perdu les rênes de cette affaire. Et ils veulent faire comprendre aux Camerounais qu'il n'y a plus rien à faire, c'est le chaos qui arrive et que c'est sauf qui peut. Mais je voudrais dire qu'ici, le président de la République qui dirige, n'est-ce pas, la riposte du coronavirus ici, et qui donne chaque jour les directives et les orientations à faire prendre par les équipes sur le terrain, à tous les éléments. Et ce sont ces éléments qui nous permettent de dire, y compris ce que je viens de donner, que nous n'avons pas encore perdu les rênes de cette affaire. Nous sommes encore au contrôle de l'épidémie et nous pouvons d'ailleurs aller plus que cela. Parce que si nous mettons un accent sur un certain nombre de choses, tout à l'heure, j'ai parlé des mesures barrières. Tout à l'heure, j'ai parlé du port systématique des masques. Tout à l'heure, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la distanciation physique. Si nous mettons chacun en œuvre ces mesures scrupuleusement, nous n'aurons même pas à atteindre un pic. Nous serons en train de contrôler l'épidémie jusqu'à la fin. Monsieur le ministre, je vous propose d'écouter des Camerounais parler du coronavirus. Certains en ont peur, d'autres pas vraiment. C'est dans ce reportage de Franck Evien. Ces images ont été tournées à Mona Télé, dans la Léquié. Un groupe de jeunes gens qui semblent ne pas s'inquiéter devant la menace du coronavirus. Sans masque, ils se parlent côte à côte. Au diable, la distanciation physique. En effet, ces jeunes gens représentent cette frange de citoyens pour qui la pandémie de l'heure, c'est l'affaire des autres. On nous montre à la télé comment les gens meurent à l'Occident, mais ici, chez nous, à Mona Télé, nous n'avions jamais vu, je n'ai jamais assisté à un day où on dit que ça c'est coronavirus. Qu'on nous prouve et qu'on nous montre. Nous ici en Afrique, nous on ne connaît pas le genre de maladie là. Comme les Blancs ont amené la maladie là, eux-mêmes ils vont savoir comment faire là-bas. Des cas ont pourtant déjà été enregistrés ici à Mona Télé et dans d'autres arrondissements de la Léquié. Une réalité locale donc, mais surtout un mal planétaire. Beaucoup le savent heureusement. Il y a des morts partout, donc le coronavirus existe. Les autorités de la ville de Mona Télé, ils ont adopté les mesures barrières. Donc monsieur le maire a distribué les seaux, le savon, et le préfet de temps en temps, il fait la ronde de la ville pour vraiment dire aux uns et aux autres de respecter les mesures barrières. Nous pensons que le coronavirus existe. Parce qu'on suit les médias, les télés, sur la radio, on essaye d'améliorer les mesures. Laver les mains, garder l'écart, au moins 1,5 mètre. J'ai 45 ans, je n'ai jamais vu l'arrêt d'activité dans le monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a justement un fléau qui mine le monde, et notamment le Cameroun. Entre ceux qui croient et ceux qui doutent, les polémiques autour de la pandémie sont constantes. Activité économique paralysée, des décès enregistrés, le monde qui se confine. Autant d'indicateurs qui avisent certains, mais pas tous. Les Camerounais ont une mentalité un peu dure. Ils ne comprennent pas, mais même quand quelqu'un meurt à côté de vous, vous le traversez, vous croyez toujours qu'il n'est pas mort. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est malade du coronavirus. Mais j'entends souvent, même si on pense que c'est la maladie des Blancs, mais on doit quand même appliquer ce qu'on nous dit devant. Le port du masque obligatoire au Cameroun n'échappe pas au débat dans les rues. Gênant pour certains, indispensable pour d'autres. Je n'ai pas le masque maintenant parce que je n'ai pas les moyens. Je paie un masque, ça se fait. Dans ma zone, dans le Bas-Mekim, je ne voyais du cache-nez que pour pulvériser le cacao. Mais maintenant, le cache-nez existe partout. Parfois, quand on n'a pas de cache-nez, on ne peut pas entrer dans un service pour être servi. Ça dérange. Donc ça m'étouffe même quand je parle là. Un aspect où les avis divisés semblent cependant se croiser, c'est la pharmacopée traditionnelle et son efficacité supposée contre le virus. Moi j'ai vu dans France 24, quand je vous montrais Banjakou, les gens s'accoutumaient aux liqueurs traditionnelles.
disant que c'est ça qui va freiner ou bien qui va tuer la maladie. Mais nous, on se bat ici pour trouver les remèdes pour pouvoir soulager la population. La pandémie du coronavirus poursuit ainsi sa progression macabre entre suspicion, superstition, doute et prise de conscience. Monsieur le ministre, alors ce reportage, oui, il y en a qui disent on n'a pas peur, il y en a qui sont conscients de ce qu'effectivement il y a problème, mais il inquiète quand même. Ça veut dire que jusque-là, au niveau de la population, est-ce qu'on peut dire que le message est vraiment passé ? Je suis bien inquiet par rapport à ce que je viens d'entendre, ceux qui ont le déni encore de la maladie. Et ça nous interpelle parce que nous sommes en train de faire un travail sur le terrain en termes de sensibilisation, en termes de communication. Quand je dis nous sommes, je parle du gouvernement à travers déjà le ministre de la Communication qui fait un travail titanique sur le terrain. Nous venons en appui également. Et dans ce que nous avons déjà fait aujourd'hui, si vous voyez nos statistiques, nous avons atteint déjà au moins 10 millions de Camerounais. 10 millions 500 à peu près des Camerounais qui ont été sensibilisés sur la question. Nous allons profiter d'un certain nombre des opérations que nous sommes en train de conduire sur le terrain. Notamment, nous sommes en train de programmer la distribution des Milda. Nous allons adosser à cette distribution également de la sensibilisation. Et ça devrait nous amener à monter encore en puissance dans le cadre de la communication et de la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'on ne croit pas, n'est-ce pas, au Covid-19, je crois que c'est trop inquiétant. Et ça nous rappelle tout ce que je viens de dire tout à l'heure en termes d'indiscipline et de responsabilité. Parce qu'avec ce comportement, nous ne pourrons pas sortir de l'épidémie, malheureusement. Monsieur le ministre, parlons maintenant peut-être argent. Il y a des fonds qui sont mis à disposition pour la lutte contre la pandémie. Il y a beaucoup de bruit autour de cet argent-là. On regarde dans les réseaux sociaux, on lit les journaux, on écoute les radios, on regarde dans les télévisions. Cet argent, il est géré comment? Vous-même, on vous a vu sortir un communiqué de presse dans lequel vous disiez, bon, on a reçu 20 000 francs de tel, 20 000 francs de... C'est quoi le circuit? Mais ça ne me surprend pas que l'argent fasse autant de bruit sur les réseaux sociaux parce que, et c'est une bonne chose d'ailleurs que les Camerounais aient une calculette en main. Lorsque nous recevons un chèque, nous recevons un don, nous tenons à rendre public, n'est-ce pas, la cérémonie de réception et maintenant nous allons continuellement faire des communiqués pour publier la liste de ceux qui sont... On vous a mis la pression pour que vous communiquiez là-dessus? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans l'option prise dès le départ de cette pandémie par le président de la République. Il a instruit une transparence dans le cadre de la gestion de l'épidémie. Pas seulement une gestion technique, mais une gestion financière, une gestion comptable, une gestion administrative et politique. Et donc, nous nous inscrivons dans cette démarche de transparence, simplement. Et donc, aujourd'hui, ça ne nous inquiète pas qu'on ait des calculettes en main et qu'on puisse faire des totaux. Simplement, il faudrait aller à la source pour qu'on vous dise exactement ce qu'on fait avec cet argent. Je peux vous dire que nous avons reçu, en dehors de la dotation initiale du président de la République, qui était d'1 milliard dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale, nous avons reçu des contributions financières des entreprises et des citoyens camerounais d'environ 1,6 milliard à peu près. Nous avons reçu du ministère des Finances environ 1,3 milliard. Nous avons reçu de la BDAC 500 millions, nous avons reçu un financement de la Banque mondiale, du Fonds mondial 1 milliard. En fait, nous avons un total, n'est-ce pas, d'environ 10 à 13 milliards en ce moment. Maintenant, comment se gérer? Je voulais déjà dire que ce que nous recevons comme chèque, nous préconisons plutôt le transfert vers les régions, parce que nous sommes dans un cadre de décentralisation. Donc, nous transférons ces fonds davantage vers les régions pour la coordination au niveau du gouverneur. Coordination par les gouverneurs. Par le gouverneur, pour la coordination technique par les délégués régionaux, pour la prise en charge des cas maintenant en ce qui concerne les formations sanitaires,
pour l'achat des équipements, parce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, cumuler en termes d'équipements de protection individuelle et du service WASH qui a été acquis, nous sommes à environ 3,5 milliards de dépenses. Au niveau de la prise en charge des cas, nous sommes à environ 1,8 milliard, n'est-ce pas, si vous voulez des chiffres. L'aménagement des sites, la construction, parce que nous avons construit dans pratiquement toutes les régions des salles d'isolement dans les cadres des hôpitaux régionaux. Et là, nous sommes autour de 4 milliards à peu près. La commande que nous avons passée au PNUD, ça fait 4 milliards. Donc, quand on prend tout cela, on voit tout de suite que l'utilisation est rationnelle. Et nous tenons d'ailleurs, lorsque nous recevons un don, nous tenons à dire que nous allons faire un bon usage de cet argent. Et nous avons un compte d'emploi qui est produit chaque semaine. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement a dit prise en charge gratuite des malades. En tout cas, au niveau de la pandémie, tout ce qui est fait, on va dire que la population en réalité ne dépense rien, ne sort pas d'argent. Vous tiendrez jusqu'à quand? Heureusement que vous soulevez la question pour que nous puissions en parler. Jusqu'à présent, nous avons déjà fait pratiquement 3 mois, nous avons tenu. Et je tiens encore à le dire, à partir du moment où vous venez pour solliciter un test, vous êtes presque pris en charge par le gouvernement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous appelez le 1510, c'est le gouvernement qui envoie une équipe chez vous pour pouvoir faire de l'investigation. S'il s'avère que votre cas nécessite un test, c'est le gouvernement qui vous transporte de chez vous pour venir faire un test. C'est le gouvernement, si vous êtes positif, qui vous prend en charge la restauration et tout le reste. Jusqu'à quand nous allons tenir? La question a été adressée par le gouvernement. Au cours de la réunion d'évaluation de la semaine dernière, tenue par le premier chef du gouvernement, et je crois que vous en avez la primeur, et il nous a instruit d'élaborer un programme national de prise en charge du Covid. Un peu comme nous avons un programme national pour le sida, nous avons un programme national pour le palu, pour la tuberculose et tout le reste. Donc, je pense que c'est pour pérenniser, en fait, l'option prise par le gouvernement de pouvoir apporter sa contribution, sinon à la prise en charge gratuite de cette maladie. Donc, nous sommes sur ce dossier. Pour le moment, nous sommes au niveau de la revue documentaire. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, nous pourrons déjà sortir les premiers textes pour pouvoir les soumettre au gouvernement. Donc, la prise en charge, elle va aller comme cela jusqu'à... C'est-à-dire que le gouvernement tiendra quoi que ça coûte? Pour le moment, c'est ça l'option qui a été prise par le gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, j'allais dire, l'État a ces moyens-là? Vous avez cité des chiffres tout à l'heure, mais il y a un collectif budgétaire qui a été rendu public et signé par le président de la République il y a quelques jours. Ça baisse un peu partout. Vous vous dites, on pourra quand même tenir. Oui, pour le moment, nous avons l'option qui a été prise par le gouvernement est suivie. Le collectif budgétaire qui intervient ne doit pas simplement être le fait du Cameroun. Vous savez très bien qu'à travers le monde, cette pandémie est venue, s'est invitée simplement comme cela. Et plusieurs choses sont impactées entre l'économie, entre la vie sociale, entre même les cultures. Tout est impacté et donc ça ne devrait pas nous préoccuper outre mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'option prise par le gouvernement n'est pas remise en question. Monsieur le ministre, je vous propose maintenant notre semaine politique fortement marquée par l'action gouvernementale de lutte contre le coronavirus. La semaine politique telle que vue par la rédaction, c'est une signature de Séverin Aligambele. Après l'audience du 16 avril dernier, l'ambassadeur de France au Cameroun a été une fois encore reçu au Palais de l'Unité. Le président Paul Biya et Christophe Guilot ont eu un entretien de près de 2 heures sur la pandémie du Covid-19 et sur les questions d'actualité. Nous avons parlé également droits de l'homme, puisque je lui ai fait part de l'émotion qui était la nôtre, à la suite du décès, de la disparition, de la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Nous en avons beaucoup parlé et le président m'a donc dit qu'il allait lancer une enquête.
Au menu de cette audience, il y avait aussi le sommet Afrique-France, reporté à une date qui sera communiquée ultérieurement. On imagine qu'il y aura une thématique différente, qui sera adaptée en tout cas aux besoins de lutte contre le Covid-19, mais on n'en sait pas plus ni sur le lieu ni sur la date. À l'immeuble Étoile, le chef du gouvernement a mis à profit la réunion d'évaluation de l'évolution de la mise en œuvre de la réponse du Cameroun face à la pandémie du coronavirus pour faire le point de la reprise des classes. Les rapports dressés par les ministres en charge des questions de l'éducation montrent visiblement que l'on tient le bon bout. Parallèlement, on a évoqué le processus de rapatriement des Camerounais bloqués à l'étranger. Au Parlement, une délégation chinoise, conduite par le chef du projet de construction de nouvel immeuble de l'Assemblée nationale, a remis un don de thermoflash et de masques au bureau de la Chambre. Une activité qui intervient à quelques jours seulement de l'ouverture de la session du mois de juin. Ouverture qui va se dérouler cette année au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce sera la première fois que l'Assemblée nationale tient ses travaux en dehors de ses locaux. Mais c'est pour une juste cause, c'est le démarrage des grands travaux de construction de notre nouvel immeuble siège. Une semaine pleine pour les membres du Parlement appelés à assister à une session de formation sur les rouages de l'activité parlementaire, partant des fonctions du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, il peut agir en faisant adopter des lois qui viendraient compléter la base normative qui existe en matière de décentralisation. Il peut aussi agir par le biais du contrôle, sa capacité à contrôler l'action publique. Il peut agir également en jouant son rôle de représentant qui lui permet effectivement d'exposer les doléances et les attentes des populations de sa circonscription. Par cette formation, les sénateurs et les députés sont préparés à assumer pleinement leur mandat. Retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Alors, monsieur le ministre, nous allons, si on peut dire, donner la parole aux internautes tout à l'heure. Mais une ou deux questions avant cela. Les formations sanitaires privées, du moins quelques-unes désormais, vont prendre en charge les patients du Covid. C'est une décision du gouvernement, une instruction du Premier ministre que vous allez mettre en application. Qui va payer au niveau de ces formations sanitaires privées-là? Disons d'abord que l'idée qui est derrière, ce n'était pas simplement de voir en termes de coûts. Mais l'idée qui est derrière, c'est que nous avons un certain nombre de Camerounais qui ont pris des habitudes d'aller dans les cliniques privées. Et qui, malgré le fait que l'État ait mis en place des centres agréés de traitement de prise en charge du Covid, ont du mal à aller dans ces formations publiques. Et donc, au regard du souci global qui est celui du gouvernement, de pouvoir prendre en compte toutes les aspirations, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a instruit de mener une réflexion avec ce secteur privé. Et donc nous avons convoqué 2 réunions avec le président de l'Ordre national des médecins, les syndicats des médecins et quelques patrons des cliniques privées. Et nous avons arrêté une sorte de, j'allais dire, de cadrage, des conditions qui devraient pouvoir permettre à une clinique privée de rentrer dans le système de prise en charge des cas Covid. Mais comment ça peut se faire? Ce qui va se faire, c'est que le traitement va demeurer gratuit dans ces cliniques privées. Donc ça veut dire que l'État mettra à disposition les produits, les médicaments pour pouvoir prendre en charge le Covid, le Covid+, qui est dans une formation sanitaire privée. Donc ça va continuer comme cela. Et maintenant, la collaboration sera telle que le même protocole de soins qui est validé par le conseil scientifique, qui est appliqué dans le secteur public, va être appliqué dans le secteur privé également. Et donc voilà un peu comment nous avons établi la passerelle. Et cela s'est fait sur... C'est-à-dire que les médicaments gratuits, mais le reste, on va dire le confort, lui, va être payant.
De toutes les manières, nous sommes en train de lister, n'est-ce pas, les conditions qui devaient permettre à ces cliniques privées de prendre en charge les Covid. Et donc, cette discussion est en cours avec l'Ordre national des médecins. Il est évident, certainement, qu'il y aura quelque chose en termes de lits là-bas, mais le traitement, lui, demeurera toujours gratuit. Alors, on dit donc que vous en avez profité en passant comme ça pour faire ouvrir une des cliniques privées qui avait été fermée à Douala. Mario, pour ne pas la nommer, cette polyclinique-là, est-ce qu'elle remplit désormais les conditions? Si vous regardez très bien la correspondance que nous avons adressée à l'autorité administrative, nous n'avons pas indiqué dans cette correspondance de rouverture la prise en charge des cas Covid tout de suite. Et lors de la réunion que nous avons tenue avec les responsables de cette clinique et l'ordre des médecins et les syndicats, nous avons clairement dit, au regard des éléments qu'il nous a produits, au regard des engagements que ces responsables de cette clinique ont pris devant tout le monde, nous allons réouvrir cette clinique, mais nous ne pouvons pas leur permettre, pour l'instant, de continuer à prendre en charge les cas Covid comme ça se fait. Donc, les cas Covid-19, pas à cette polyclinique? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce qu'il faut maintenant qu'ils rentrent dans le système à travers l'ordre des médecins, à travers la signature des engagements que nous allons faire signer à tout le monde pour pouvoir faire dans le Covid à peu près. Monsieur le ministre, je vais me faire un peu le porte-parole des internautes maintenant. Je vous pose leurs questions, vous y apportez des réponses. Alors, Evezor Ngo-Pierre dit « Pourquoi tant de négligence autour des hôpitaux, lieu de contamination ?» On pourrait dire par excellence, entre guillemets. Ne serait-il pas utile de décréter le confinement des quartiers abritant des hôpitaux? Est-ce vraiment... On va un peu loin, là. Je pense que ce n'est pas réaliste, ce qui est dit. Ce n'est pas parce que nous avons un quartier où il y a un hôpital qu'on doit être confiné. Je n'ai pas la logique qui est derrière cette c'est-à-dire faire cette confiner, demande. par exemple, tout le quartier Messa parce que l'hôpital central y est. Oui, il n'y a pas de logique en réalité. Alors, si Belle Romaric dit « Quelle appréciation faites-vous des propositions de l'OMS sur l'utilisation de la chloroquine pour freiner la pandémie ?» On n'entend pas beaucoup le Cameroun là-dessus. Je ne pense pas que l'OMS a pris cette décision. Peut-être, bon, c'est une manière de dire que les essais sur la... Mais vous êtes quand même au fait de ce qu'il y a une grosse polémique en ce moment. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, l'internaute qui pose la question, peut-être ne fait pas simplement la précision, parce que l'OMS a autorisé la reprise, n'est-ce pas, des essais sur l'hydroxychloroquine, mais n'a pas autorisé tout de suite comme cela. Mais pour ce qui est du Cameroun, nous n'avons pas, j'allais dire, une position contraire à ce que notre conseil scientifique a déjà arrêté. Nous avons un protocole, je voudrais le dire de manière claire, nous avons un protocole de soins qui est validé par le conseil scientifique et que j'ai rendu public. Et donc ce protocole de soins a été envoyé à toutes les formations sanitaires qui abritent en leur sein des unités d'isolement et au centre spécialisé de prise en charge du Covid. Il y a l'hydroxychloroquine là-dedans. Notre protocole de soins avait toujours été bâti autour de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. C'est que nous n'avons pas voulu, et jusque-là nous ne voulons pas, que sur la base de ce que nous disons aujourd'hui, que de l'automédication se généralise au Cameroun. Et que les gens pensent que non, j'ai déjà le protocole de soins, je peux me soigner à la maison. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Absolument. Patrick Nzomo dit, comment comprendre l'obligation du port du cache-nez toute la journée? C'est un peu les caprices, non? Je pense que peut-être qu'il voudrait simplement nous dire de communiquer davantage sur comment porter le masque. Déjà, ce masque que je vois à travers la ville de Yaoundé est davantage sur les mentons. En réalité, en mettant le masque sur le menton, on ne se protège pas, on ne protège pas les autres. En le mettant simplement sur la bouche, on ne se protège pas, on ne protège pas les autres. Parce qu'il y a le nez qui est dehors. Il faudrait que le masque soit très bien porté. Et pour bien le porter, le masque doit couvrir le nez,
la bouche et le menton. Et une fois qu'on a mis le masque en place, il ne faut plus toucher le masque. Il faut que le Camerounais le sache. Une fois qu'on a le masque en place, il ne faut plus le toucher. Et pour l'enlever, on prend les cordelettes de masque, on les enlève et on le jette. Voilà un peu ce qu'on devrait faire. Maintenant, effectivement, quand est-ce que il faut porter le masque, il faut le porter toute la journée. Je dirais ici, il faudrait apprécier, n'est-ce pas, l'environnement de la journée. Donc, si vous vous retrouvez seul dehors, à un point donné et qu'il y a de la distanciation sociale avec tout le reste, le masque peut être retiré temporairement. Mais lorsque vous rentrez, n'est-ce pas, dans un espace ouvert au public, vous rentrez dans un taxi, vous rentrez dans un transport en commun. Partout il y a de la foule. Partout il y a de la foule, il faut avoir son masque, simplement. Alors, Tsogo ici dit pourquoi certains patients sont déclarés morts de Covid-19 sans examen ou sans désinfection de domicile du défunt ou de ses contacts. C'est une polémique qui a cours au Cameroun depuis un certain temps. Mais je dirais que c'est une polémique davantage sur les réseaux sociaux. Nous revenons encore à ces personnes qui ont l'habitude de pouvoir toujours prendre les questions les plus sensibles, les plus importantes, comme la santé, et de vouloir instrumentaliser à d'autres fins. Parce que nous voyons aujourd'hui certains qui déclarent nous avons tel nombre de morts au Cameroun, le gouvernement est en train de cacher le nombre. On n'a aucun intérêt à cacher le nombre de morts. Et il faudrait que les Camerounais sachent que ce que nous déclarons morts de Covid, ce sont des personnes qui ont subi le test du Covid et qui ont été déclarés positifs au Covid. Maintenant, si vous décédez et qu'il y a une suspicion sur votre décès, nous faisons un test post-mortem. Nous faisons un prélèvement post-mortem et nous confirmons ou nous infirmons le fait que vous soyez décédé du Covid. Et ici, ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est le contrôle de l'épidémie. En termes de données, nous avons besoin de savoir combien, à date, nous avons de décès, combien nous avons des cas positifs. Le second intérêt, qui est l'intérêt le plus important d'ailleurs, c'est que nous voulons protéger la famille du décédé. C'est-à-dire que du défunt, nous devons protéger sa famille, nous devons protéger ses... et protéger le personnel qui est censé, n'est-ce pas, manipuler la dépouille. Et donc, je crois que cette polémique qui vise à dire on cache le nombre de morts, il y a plus de morts que cela, c'est une polémique pour nous qui n'a pas de sens parce que ce que nous faisons sur la base de la science. Et la science, c'est le laboratoire à ce moment. Absolument. Et toutes les fois que vous n'avez pas une sortie en termes de résultats de laboratoire, vous ne pouvez pas déclarer une personne positive ou négative. Encore que, lorsque nous déclarons une personne positive ou négative, nous lui donnons un certificat. Et donc, tant que vous n'avez pas un certificat, vous ne pouvez pas dire voilà mon statut. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Donc, il y a toujours un certificat qu'on vous donne lorsqu'on fait un test. Même si c'est un test rapide, on doit toujours vous donner un certificat. Et si vous ne l'avez pas, il faut le réclamer. Alors, Zibama, alias Général, comment peut-on certifier l'efficacité des recettes de la pharmacopée traditionnelle dans le traitement du Covid-19 ? Je pense que nous sommes assez épanchés sur cette question pour dire en réalité qu'il faut de l'accompagnement. Et les laboratoires sont en train de faire leur travail en ce moment. L'équipe qui devrait accompagner ceux qui ont des propositions à faire dans ce sens-là ont été constituées. Et je crois que ce n'est que comme ça qu'on pourrait, n'est-ce pas, avoir un résultat après. Mais je dis encore une fois de plus sur ce point, il y a une petite procédure quand même. Parce que même quand l'OMS a consacré ce qu'ils ont appelé les MTA, les médicaments traditionnels améliorés, ça a une petite procédure, au moins pour qu'on vérifie que le produit n'est pas toxique, au moins qu'on vérifie en termes de dose, parce qu'en fonction de l'âge, en fonction du poids, il y a un dosage. Donc, il y a des petites choses qu'on est en train de vérifier, et puis après... Mais Monsieur le ministre, cela nous amène quand même à parler d'un médicament qui est, j'allais dire, à la mode en ce moment ici, c'est la thérapie proposée par le monseigneur Samuel Cléda. D'aucuns trouvent le soutien du gouvernement à cette thérapie
relativement tiède. Qu'est-ce que vous en dites? Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette proposition de Monseigneur Cléda. Pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir? C'est parce que nous connaissons qu'il est dans le domaine, ça fait un bout de temps. Et lorsque nous avons envoyé une équipe le rencontrer, il a discuté avec l'équipe et ils sont entendus sur une procédure à suivre. Et donc, je pense que nous sommes encore dans cette démarche. Maintenant, est-ce que l'appui du gouvernement devrait aller au-delà ou, c'est pas moi, s'accélérer? Je crois qu'il faudrait laisser la science s'opérer parce qu'ici, il ne s'agit pas de l'eau à boire. Il s'agit d'un produit que nous donnons. Et aujourd'hui, il faudrait que nous soyons très précis sur la question. Pour prouver que ce produit est efficace, il va falloir le donner exclusivement à cette personne et ne rien lui donner en plus. Donc si nous ne prenons pas des précautions, nous allons tuer un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que si jamais, ce n'est pas le cas. Donc il faudrait que quelques précautions, tout au moins, en ce qui concerne le produit, soient prises avant de pouvoir dire « Ok, nous pouvons ». C'est-à-dire, Monsieur le ministre, la question c'est « On va chez Monseigneur Cléda ou pas ?» Ça, la question. Institutionnellement, je voudrais vous dire aujourd'hui que le Conseil scientifique a rendu, n'est-ce pas, sa décision en ce qui concerne le protocole de soins. Et dans le protocole de soins rendu, ça inclut toutes les phases de la maladie. La phase asymptomatique, la phase symptomatique légère ou modérée, sévère, grave. On a à chaque stade un protocole de soins bien précis. Et dans ce protocole qui est rendu public et qui est envoyé à toutes les formations sanitaires, pour l'instant, du moins pour l'instant, le produit du Cléda n'y est pas inclus. Donc, il faudrait que cela soit clair. Maintenant, un travail se fait avec Monseigneur Cléda. Peut-être qu'on va le faire, introduire dans les jours qui suivent ou dans les mois qui suivent, mais pour l'instant, dans ce protocole de soins qui est validé par le Conseil scientifique, ça n'y est pas. Donc, on laisse la science parler. Il faudrait laisser la science parler. Abdelatif Hamman dit, avec plus de 7000 cas positifs et plus de 200 morts, n'avons-nous pas toujours atteint le pic de la pandémie? C'est une question qui nous revient. Le pic, il arrivera quand? Assez régulièrement. Mais c'est une question qui est très pertinente parce que, effectivement, ça peut nous permettre, nous, Camerounais, de tous bords, d'être beaucoup plus responsables ou de prendre des mesures qui puissent nous permettre de nous mettre à l'abri de l'épidémie. Alors, à quand est-ce que le pic va arriver au Cameroun? Dans le cas de la modélisation que nous avons commandée et que nous avons reçue, parce qu'il y a un groupe d'experts qui se sont mis sur la question, mais ça reste une prédiction, il faut peut-être que ça soit clair, ça reste une prédiction. Ils ont situé le pic aujourd'hui autour du 10 au 15 juin. Mais je dis encore une fois de plus, nous sommes là dans le cadre d'une prédiction. En fonction du stade actuel de l'épidémie, en fonction des moyens de la riposte actuelle. En fonction de notre discipline à nous également. En fonction de notre discipline à nous et de notre responsabilité. Maintenant, les experts disent que au moment où nous sommes en train de dire le pic pourrait arriver entre le 10 et le 15 juin, les experts ajoutent que s'il y a un élément qui accélère l'épidémie, il va falloir redéplacer la période du pic. Parce qu'on avait situé d'abord le pic au niveau du 31 mai. L'assouplissement des mesures par le président de la République, le gouvernement qui l'a rendu disponible, et qui a été très mal compris par les Camerounais, a permis ce déplacement, ce décalage du pic du 31 au 10. Maintenant, nous pensons et nous osons espérer qu'il n'y aura pas un autre comportement des Camerounais qui puisse redéplacer le pic. Maintenant que nous aurons atteint le pic certainement autour du 10 ou le 15 juin, selon cette prédiction-là, nous y resterons pendant 2 semaines. Et donc, on pourrait espérer une redescente, n'est-ce pas, de la courbe de l'épidémie à la fin du mois de juin, en début juillet. Mais ça, je le dis encore, ça dépendra maintenant de nos réactions à nous, de notre comportement. Nous, Camerounais, ça dépendra de notre comportement. Parce qu'on peut
d'ailleurs ne pas atteindre ce pic. On pourrait d'ailleurs adoucir ce pic avec notre comportement. Parce que si aujourd'hui, nous respectons scrupuleusement toutes les mesures barrières, nous portons notre masque, nous coupons la chaîne de transmission. Donc, nous sommes à 7000 cas, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on peut en rester à 7000 cas. Mais si nous nous comportons, comme j'ai suivi dans votre reportage tout à l'heure, avec des personnes qui disent que il y a des chances que ça... Il y a des chances que ça repart. Absolument. Maintenant, l'autre élément, et je voudrais finir sur cela, l'autre élément, c'est qu'au moment où nous serons en train de descendre, si nous avons des comportements à risque, nous remonterons. Donc, il faut que les Camerounais le sachent. Le tout n'est pas d'atteindre le pic et de redescendre. Le tout, c'est d'atteindre le pic, comme nous le disons, de redescendre, mais en prenant des précautions pour qu'on ne remonte plus. Donc, c'est discipline absolue. Absolue. Bon, Voilà. Pour ce qui est du pic, il est urgent d'attendre, si j'ose dire. Alors, Johan Black dit, quand estimera-t-on possible la réouverture des frontières? En termes de l'épidémie. Les Camerounais veulent voyager. Oui, ça, je l'imagine bien. Et le président de la République est aussi conscient de ce que les Camerounais veulent bien voyager. C'est pour ça qu'il essaye de faire beaucoup d'efforts pour permettre aux Camerounais de vivre normalement et de ne pas subir avec beaucoup de rigueur cette pandémie. Mais en termes d'épidémie, vous ne pouvez pas dire ce qu'il en sera demain. Absolument. Donc on ne peut pas vous dire aujourd'hui avec certitude qu'on pourrait suggérer ou bien on pourrait avoir une réouverture des frontières tel ou tel autre jour. Mais je pense que les éléments que nous aurons récoltés au jour le jour permettra au président de la République de prendre la décision le moment venu. Alors, Sariet M, les hôpitaux catholiques sont-ils habilités à faire des tests? Il n'y a pas que les hôpitaux catholiques, c'est une question générale. Qui fait les tests? C'est une question qui nous préoccupe à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la fiabilité et de la sensibilité du test qui est fait. Parce que nous avons aujourd'hui remarqué qu'il y a des formations sanitaires. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'octroyer, n'est-ce pas, des tests de dépistage rapides. À Douala, on dit que ça coûte 60 000. Voilà. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un risque pour celui qui y va. Parce que le résultat qu'il donnera ne sera jamais un résultat fiable. Ce ne sera jamais un résultat sensible au terme de l'épidémie. Encore que je voudrais vous dire une chose. Le test qui est fait aujourd'hui dans ces formations sanitaires privées, c'est sérologique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez une infection aujourd'hui, on vous fait ce test 2 jours après ou 3 jours après, vous serez toujours négatif. C'est lorsque votre organisme va commencer à réagir, à fabriquer des anticorps, que votre test de dépistage sérologique là, va prendre. Et là, c'est autour de 5e, 6e jour. C'est pour cela que j'ai pris une circulaire il y a cela quelques jours pour dire en réalité que les tests de dépistage, pour être faits, doivent être faits dans les normes et suivant un certain nombre de canaux. Parce qu'en réalité, même pour le contrôle de l'épidémie, nous avons besoin de capturer les résultats. Alors, lorsque quelqu'un s'enferme dans sa chambre ou dans son hôpital, fait des tests et déclare X positif, Y négatif, comment est-ce que la suite s'organise? Donc, pour le moment, les tests, pas chez les privés. Non. Ces tests-là, ceux qui ont des tests en leur possession doivent se rapprocher de nos services déconcentrés, donc soit de nos délégués régionaux, soit du gouverneur de la région qui coordonne la riposte, et nous nous prononcerons sur comment faire pour pouvoir les aider et obtenir les résultats de ces tests-là. Mais, je vous le dis encore, une fois de plus, les tests qui nous sont aujourd'hui, qui pourraient être nécessaires, ne sont pas des tests sérologiques, c'est des tests antigènes pour détecter en temps réel l'infection. Les tests sérologiques que nous faisons et qui se fait ailleurs, c'est simplement pour des clusters, c'est-à-dire pour voir comment circule, n'est-ce pas, le virus dans un cluster bien donné. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. On a peut-être 2 ou 3 autres clusters au Cameroun, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un diagnostic. Nous n'avons pas besoin simplement d'un test sérologique. Enfin, Maxime Bolo, qui profite certainement de votre présence sur notre plateau pour poser un problème
pas très Covid-19, mais enfin, pourquoi les dossiers d'intégration des médecins traînent-ils 2 ans alors que ces derniers sont au front, jour et nuit, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, jusqu'à payer de leur vie? C'est très... Oui, heureusement, c'est caricatural quand même, de toutes les manières. Quelques-uns. Oui, mais c'est un problème connu, un problème sérieux. Nous avons fait des propositions au gouvernement dans ce sens-là. Nous revenons sur ces problèmes assez régulièrement avec les syndicats, dans le cadre de notre dialogue social. Et nous avons, pour adoucir, n'est-ce pas, cette situation, nous avons pris depuis un certain temps la possibilité de ne pas trop éloigner, n'est-ce pas, ceux qui sortent de l'école, de leur ville, de leur famille, qui va leur permettre d'attendre le temps qu'ils aient leur sol. Mais c'est un problème qui est connu et qui est en cours de résolution en réalité. Alors, les internautes, Monsieur le Ministre, vous allez les retrouver ce lundi 8 juin à partir de 14h dans le live chat de CRTV Web. C'est encore la CRTV. Donc, on se donne rendez-vous à lundi. 3e halte dans cette émission pour parler encore une fois de la lutte contre le coronavirus. C'est notre semaine sociale. Lutte contre le coronavirus qui impacte sérieusement l'actualité sociale de ces derniers temps. Voici la semaine sociale de Rodrigue Bertrand-Thuel. Le secteur de l'éducation a capté l'attention à l'entame de la semaine qui s'achève. Élèves des classes d'examens et étudiants reprenaient le chemin des salles de classe et des amphithéâtres. À travers le territoire national, cette rentrée du 3e trimestre a été influencée par la lutte contre le Covid-19 avec respect strict des mesures de prévention. On a visité les salles de classe. Les enfants sont bien dispersés, un enfant par banc, donc c'est très bien. On pense qu'après 7 mois à l'école, les enfants vont faire leur examen en paix et en bonne santé. Au niveau des campus, nous avons des dispositifs de lavage de mains, nous avons des gels hydroalcooliques, nous avons procédé au marquage des places assises dans les amphithéâtres et les salles de cours. Et pour attirer l'attention de nos étudiants sur le port du masque, nous leur avons symboliquement remis un masque. La mobilisation de l'ensemble de la société camerounaise contre la pandémie n'a pas fléchi au cours de la semaine. Pendant que le ministre dressait le bilan actualisé de cette mobilisation, les initiatives de générosité marquées par des dons en matériel se sont poursuivies, notamment au lycée de Belabo où les anciens élèves ont volé au secours de leurs jeunes frères, mais aussi à la prison centrale de Kodengui à Yaoundé où les détenus ont reçu la visite des sénateurs de la région du centre venus les bras chargés. Pendant ce temps, la caravane du ministère de la Communication poursuivait son action de sensibilisation en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Les 5 marchés de l'arrondissement ont été désinfectés. Par ailleurs, nous avons procédé à la confection des flyers pour permettre à tout le monde de nous écouter, soit par une lecture, soit par les discours que nous avons tenus dans les lieux publics. Si la pandémie a reporté l'organisation des compétitions sportives, l'on prépare activement leur reprogrammation, d'où la visite des infrastructures de la CAN et de la CHAN effectuée cette semaine par le ministre des Sports, Narcisse Mouele-Kombi, dans la région de l'Ouest. L'offre là-bas est au-delà des attentes de la CAF. Avec les équipements spécifiques qui ont été livrés et réceptionné par le ministère des Sports, de l'Éducation physique, il y a quelques jours, le stade de Kwekon, on peut le considérer comme à 100% prêt. Nous ajoutons à cela que les voies d'accès à toutes les infrastructures sportives de la pôle de l'Ouest sont aménagées. Après l'Ouest, le ministre a mis le cap sur la région du Nord. Retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre de la Santé publique. Alors, monsieur le ministre, toujours à propos de la gestion du coronavirus, il y a cet autre aspect de la question, la stigmatisation non seulement des personnes infectées, mais même des familles dans lesquelles on retrouve quelques personnes contaminées. C'est pas évident. Est-ce qu'il y a un message par rapport à cela? Évidemment, nous avons un message assez fort, n'est-ce pas, par rapport à cette problématique de stigmatisation.
Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. Nous avons fait une analyse des décès que nous avons eus. Nous sommes aujourd'hui dans les 70 décès dans le centre. Nous avons fait une analyse des 50 premiers, n'est-ce pas, décès dans le centre. Et nous nous sommes rendus compte que 3/4 de ces décès sont intervenus en communauté. Et sinon, les 12 heures à leur arrivée, suivant leur arrivée à l'hôpital. Ça voudrait dire en réalité que nous avons des malades qui restent en communauté et qui ne vont pas à l'hôpital. Qui ne partent pas à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, certainement, qu'on les stigmatise en tant que malades Covid, ou alors ils ont peur que, si jamais ils décèdent, qu'ils soient enterrés précipitamment. Et donc, ils préfèrent rester en communauté. Et donc, pour nous, c'est un problème assez inquiétant. Et donc, nous voulons dire ici au Camerounais que le Covid-19 n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas quelque chose qui devrait pouvoir nous amener à ne pas nous traiter. Mais la bonne nouvelle en réalité, c'est que si on vous prend en charge dès les premiers instants de votre maladie, vous avez 90 à 98% de chances d'être soigné, de guérir du coronavirus. Donc, en réalité, ici, la clé de la chose, c'est de pouvoir se faire dépister rapidement lorsque nous avons des signaux et se faire prendre en charge précocement pour pouvoir vivre, pouvoir épargner notre famille, nos contacts en réalité. Donc, ce problème de stigmatisation devrait pouvoir nous amener à revoir notre manière de faire, notre rapport avec les autres en termes de... Alors, il y a même l'autre question, peut-être en rapport avec cela, c'est la gestion des corps. On meurt de Covid-19, tout est dit là-dessus, on estime que c'est géré de façon très... expéditive, ça ne plaît pas toujours aux familles. Oui, c'est pour cela que nous avons ressaisi sur cette question de gestion de corps. À la suite d'un certain nombre de directives de l'OMS, nous avons ressaisi le conseil scientifique qui a fait un travail exceptionnel et qui a fait des recommandations qui est écoulé. Alors, et ces recommandations, j'allais dire, dans ces grandes lignes, visent à dire effectivement, nous restons toujours dans la ville du décès. C'est-à-dire que l'inhumation doit se faire dans la ville du décès de l'intéressé. Mais ici, le conseil scientifique nous dit on peut décontaminer le corps et on peut l'enterrer sous 48 heures. Donc, on ne devrait plus trouver des gens en train de courir avec le corps d'un décès Covid pour pouvoir l'inhumer dans les heures qui suivent. Ici, nous avons une recommandation de 48 heures. Le conseil scientifique allait jusqu'à dire que on peut mettre le corps dans un cercueil et le zinguer, mais le rendre visible à travers une glace. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Et donc, nous avons soumis ces directives, ces recommandations du conseil scientifique au gouvernement. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a donné son accord pour que cela soit mis en application. Et donc, nous venons de saisir, n'est-ce pas, toutes les formations sanitaires et les unités d'isolement en termes de prise en charge des malades du Covid pour que ces recommandations du conseil scientifique soient d'application immédiate. Et nous pensons qu'avec cela, ça pourrait réduire cette affaire de stigmatisation des malades du Covid. Alors, Monsieur le ministre, on va finir par le personnel sanitaire qui est au front depuis 2-3 mois. Alors, le personnel sanitaire dit, c'est bien, appréciation dans les discours, peut-être applaudissements quand ils passent, mais est-ce que c'est ça qu'on mange? Vous me donnez là encore l'occasion de redire toute mon appréciation, toute ma proximité, n'est-ce pas, à ce personnel de santé. Si on était dans un autre domaine ou dans un autre secteur, je vous aurais donné, n'est-ce pas, les résultats d'une étude qui a été menée sur les agents publics. Et vous serez surpris de voir qu'en réalité, le premier élément de motivation d'un agent public n'est pas le salaire, mais c'est la considération qu'il a dans une société, dans son entreprise, dans son administration.
Et si nous prenons le résultat de cette étude et que nous transposons dans le domaine de la santé, j'allais vous dire que la reconnaissance de la plus haute autorité du Cameroun, qui est le président de la République, le 19 mai dernier, devrait être un facteur de motivation. Alors là, à nul autre pareil pour le corps médical. Je ne suis pas sûr que nous, pris dans notre ensemble en tant que fonctionnaires, en tant qu'agents publics, la plupart d'entre nous a reçu ce genre de reconnaissance de l'autorité suprême. Or, aujourd'hui, nous l'avons dans un discours. Et je peux vous dire que dans mon bureau, je l'ai bien encadré. Parce que ce discours, il est un discours, j'allais dire, légendaire pour nous, du secteur de la santé. Et c'est davantage un discours légendaire pour le personnel de santé. Maintenant, ça ne voudrait pas dire que nous allons nous arrêter là. Et le président de la République également. La question, est-ce que c'est ça qu'on mange demeure quand même? Oui, voilà, c'est une question qui demeure et ce n'est pas une question qui a été perdue de vue par le président de la République. Ça, je peux vous le dire. Mais nous vous en dirons davantage après. Le moment venu. Le moment venu, effectivement. Monsieur le ministre, merci de votre participation à l'émission Actualité Hebdo de ce dimanche. C'est moi qui vous remercie et je voudrais également remercier vos collègues des médias qui font un travail, j'allais dire, exceptionnel pour pouvoir rendre, n'est-ce pas, ce que nous donnons comme information au public, pour pouvoir sensibiliser davantage et porter l'information, l'information juste au public. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et certaines peuvent être perdues. Et donc, il faudrait qu'à chaque fois que nous restituions la vérité, et c'est pour cela que vous me voyez un peu plus actif sur Twitter, parce que j'ai cette volonté de pouvoir apporter la bonne information à nos compatriotes. Donc, comme je l'ai dit, le président de la République dirige notre plan de riposte. Nous sommes des ouvriers qui sommes sur le terrain et je pense que nous pouvons, n'est-ce pas, avec la participation de tout le monde, nous pourrons arriver à contrôler cette pandémie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, lutte contre le coronavirus, cause nationale, nous sommes tous impliqués. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi cette émission. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir, bonne semaine.